la question, comment dire, de l'apprentissage des langues, moi, je la vis comme ceux qui sont enseignants de langue ici au quotidien, comme vous qui apprenez des langues aussi. Mais il se trouve que j'ai habité pendant 15 ans au Japon. Ma fille est née au Japon et j'avais régulièrement des questions à ce sujet. Je voudrais vous montrer une autre photo. Voilà. Là, on appelle ça un hoikuen, un jardin d'enfants où ma fille a fait sa petite enfance. Et comme vous voyez, au Japon, les gens sont très intéressés par les langues étrangères, ils ont envie d'apprendre des langues. Et en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une réflexion en l'état qui a commencé maintenant il y a 5-6 ans, parce que quand j'allais chercher ma fille à l'école, elle avait 2 ans, 3 ans, j'avais régulièrement des parents de ces enfants qui me disaient tu sais, j'ai pris un prof d'anglais. En général, c'est plutôt de l'anglais qu'on veut faire apprendre aux enfants de manière très précoce. Parfois, c'est le français. Bon, enfin, c'est souvent l'anglais. Et il me disait, j'ai pris un prof d'anglais ou une prof d'anglais pour ma fille ou mon garçon. Mais on a là affaire à des enfants qui ont 3 ans, 3 ans et demi. Et là, ça m'a intrigué. Il me disait, qu'est-ce que tu me conseilles, toi? Parce qu'il savait que j'étais prof de français, que j'étais impliqué dans la didactique des langues. Quel est ton conseil? Et là, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu délirant. Quel sens ça a de vouloir faire apprendre l'anglais à des petits japonais et les parents sont prêts à payer très cher. Voilà. Alors, c'est parti de là, mon désir d'abord d'identifier les idées reçues sur l'apprentissage des langues ou l'enseignement des langues. Enfin, ça dépend de quel côté vous le regardez. D'abord, il y a des idées reçues. Peut-être que certaines idées ne sont pas complètement fausses, mais en tout cas, elles méritent qu'on y réfléchisse et qu'on les analyse. Et c'était le projet pour moi dans ces années-là. J'ai voulu faire comme je suis. Moi, mon métier, c'est d'enseigner. Je ne suis pas dans les laboratoires. Et il y a beaucoup de choses qui se font depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le domaine. Donc, je m'étais dit que j'allais partir en quête et j'avais commencé une large tournée d'interviews auprès d'un certain nombre de spécialistes. Voilà. Alors, quand Clément m'a dit, Olivier, j'aimerais que tu fasses un truc intéressant pour la journée du prof de français, j'ai dit, bon, je vais quand même pas raconter des choses trop didactiques parce qu'il y a des gens qui apprennent le français. Je vais pas rentrer dans des choses trop scientifiques parce que il faut des connaissances scientifiques préalables. Mais ce qui intéresse tout le monde, quand même, c'est ça. C'est les idées qu'on a sur la façon dont il faudrait apprendre ou dont on pourrait mieux apprendre les langues. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est en grande partie une restitution d'une discussion, enfin, une série de discussions que j'ai eu avec Claude Germain, l'un des 2 fondateurs de l'approche neurolinguistique. Donc, ceux qui connaissent la NL, vous allez retrouver des éléments. Il y en a peut-être d'autres. Et ceux qui ne connaissent pas, ça sera l'occasion de vous en parler un petit peu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais quand même interroger ceux qui sont là concernant ces idées reçues. Est-ce que vous, au quotidien, avec votre entourage, vous entendez des idées ou on vous assène des affirmations sur les langues qui vous semblent un peu comment on appelle ça, des légendes, comme il y a des légendes urbaines, des choses qu'on dit et tout le monde considère que c'est vrai, alors que finalement on sait que c'est pas vrai. Il y a aussi des légendes pédagogiques, le terme est attesté, au Canada ça s'emploie, mais il y a des légendes pédagogiques, me semble-t-il, concernant l'apprentissage des langues. Si vous pensez que oui, je n'ai pas trop le temps de donner la parole à tout le monde tout de suite, mais je veux bien que vous les écriviez dans la petite fenêtre de chat. Envoyez-moi les idées reçues que vous avez sur l'apprentissage des langues. Alors, pendant ce temps-là, je précise une chose. Donc, Clément m'a dit, je vais enregistrer, on va rediffuser. Je lui ai dit, moi, je ne tiens pas à ce que ça soit rediffusé parce que c'est une réflexion en cours. J'ai besoin de vérifier des chiffres, j'ai besoin de vérifier des références. Maintenant, la réflexion, elle est là. Donc, Clément, moi, je veux bien qu'on enregistre. Simplement, je ne tiens pas à diffuser ça aujourd'hui parce que je pense que c'est une présentation qui va se travailler encore. Bah écoute, moi là je suis en live sur Facebook, ça veut dire qu'il n'y a que les gens qui regardent maintenant qui vont avoir accès à ce que tu dis. Ouais. Après, je peux l'enlever et puis je peux l'enlever après. Mais si tu veux, je peux arrêter l'enregistrement maintenant sur Facebook. Ouais, c'est parce que 3 ou 4 personnes qui le voient. quand je serai prêt et que je vais vérifier tout ce que je vais affirmer, je serai tout à fait enjoint à l'enregistrer. Mais là, pour moi, je pense que je vais certainement hésiter, tâtonner sur certains éléments. Ouais, c'est normal. Écoute, comme tu veux. Tu veux que j'arrête ou pas? Si tu l'enregistres, on ne le diffuse pas, c'est entre nous. D'accord, ok.
Ok, Ouais. Ou je couperai ta partie. ça va. Alors, il faut absolument vivre dans le pays dont on veut maîtriser la langue. Bah oui, c'est ça. Ça, c'en est une que j'entends souvent. Alors, écoutez, moi, j'ai fait une petite liste qui, à mon avis, n'est pas exhaustive et qui méritera d'être enrichie. Mais j'en ai noté un certain nombre et vous allez voir, certaines sont vraiment en partage un peu chez tout un chacun. D'autres sont plutôt des idées qui touchent des spécialistes. Voilà ce que j'ai noté. Ah, j'arrive pas bien à gérer mon écran. Là. Voilà. Alors, une petite liste. Déjà, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'expérience que j'ai eue quand ma fille était petite, cette idée qu'il faut commencer l'apprentissage des langues le plus tôt possible. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est, parce que qu'est-ce que ça veut dire apprendre une langue étrangère ou seconde quand on a 2, 3 ans, 4 ans même. Et puis, avec cette idée, il y a souvent cette idée-là que, passé un certain âge, on peut plus apprendre des langues. Moi, j'ai dans ma famille des gens qui me disent « Ah, c'est bien, tu parles plein de langues, mais moi, de toute façon, je suis trop vieux, je suis trop vieille, c'est foutu pour moi. » Et puis, on entend ça aussi, ah, vous parlez des langues étrangères, c'est fabuleux, vous devez être doué. Moi, j'aurais aimé, mais je suis vraiment pas doué. Alors, est-ce que c'est une histoire de don, les langues étrangères? Puis, on nous parle aussi un peu dans la même ordre d'idée de la question d'oreille. Des gens qui, parfois, je sais pas, des gens qui ont des professions supérieures très, très complexes, des ingénieurs, des architectes disent, ah ouais, moi, j'aurais aimé, mais j'ai pas l'oreille, j'entends pas bien les sons des langues étrangères, je peux pas faire ça. Bon. Après, celle-ci, elle est majeure, hein, est très largement répandue. Pour parler une langue, il faut d'abord connaître sa grammaire. Donc, tant que j'aurais pas maîtrisé la grammaire de la langue, forcément, j'arriverai pas à fonctionner avec elle. Et toujours dans ce même champ, comme ça, très linguistique, pour parler une langue, il faut d'abord connaître beaucoup de vocabulaire. Et moi, j'ai appris à l'école, mais je manque de vocabulaire, je ne peux pas communiquer avec les gens. Ça, c'est vraiment, je dirais, ces 6 premières idées, des idées qu'on retrouve partout, quel que soit le pays. J'ai quand même pas mal voyagé, je suis à 43. On entend ça un peu partout. Puis après, il y a des idées qui sont peut-être plus du domaine vraiment des enseignants. Et c'est assez étonnant de voir que même des gens qui sont profs de langue ont ces idées en commun qu'il va falloir peut-être remettre en question. Déjà, on pense aussi que quelqu'un qui parle la langue, qui la parle bien, c'est suffisant pour l'enseigner. En gros, le natif, ça fera un bon prof. On va en discuter. Il y a aussi cette idée que les langues étrangères, c'est une discipline comme les autres ou une matière scolaire. Il faut que ça soit organisé, structuré, comme un cours de maths, un cours d'histoire, un cours de langue. C'est ce qu'on a tous vécu dans nos systèmes scolaires. Et avec ça, toujours dans ce cadre scolaire, si j'ai pas bien appris, c'est parce que mon manuel, il n'était pas terrible. Mais maintenant, les manuels qu'on fait aujourd'hui sont tellement mieux. Avec un bon manuel, on pourra bien apprendre. On va envisager la question du manuel. Tout à l'heure, quelqu'un a écrit… Ah non, j'ai eu ça. En fait, l'école, c'est bien, mais on n'a pas beaucoup la possibilité de travailler à fond. Il faut un prof particulier. Avec un prof particulier, pour moi tout seul, là, je vais vraiment avancer. Et puis, on associe souvent ça à l'idée qu'un prof natif, ça va être mieux, puisque c'est sa propre langue. Alors, il va savoir me l'enseigner. Et puis, il y a cette idée-là aussi que j'ai rencontrée quand je me suis venu en France et que j'ai travaillé dans le cadre des séjours linguistiques. Et je me suis rendu compte que cette idée restait très présente. En fait, avec une immersion, un bain linguistique, là, on va vraiment apprendre. Voilà. Et puis, je ne pouvais pas, après tout ce qu'on vient de traverser, et puis par le fait qu'on est… Je pense à la crise Covid et au confinement, et par le fait qu'on est tous en ligne aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas faire mention de toute la technologie. On a tout un tas d'applications, je ne vais pas nommer les marques, mais vous les connaissez, qu'on vous propose sans cesse là sur les réseaux sociaux. Achetez ci, achetez ça, achetez ci, achetez ça. Avec nous, vous allez apprendre le français, l'anglais, le russe, le turc en 6 mois. Et puis, cette idée aussi, et là, c'est plutôt les profs, en fait, que la technologie est en train de révolutionner l'apprentissage des langues et que avec tout ce qui est en train de se passer là depuis qu'on a été confiné et qu'on s'est focalisé sur le travail à la maison, les esprits sont en train de changer et puis on va tous apprendre plein de langues. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire de toutes ces idées-là. Alors, j'aime bien faire des beaux diaporamas. Ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude que je présente des choses avec plein d'animations. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai pris le temps de réfléchir. Je vais vous exposer mes idées. Pour chacune de ces idées-là, je vais essayer de partir de l'idée reçue telle qu'on peut la formuler, de voir le domaine qu'elle touche, je vous l'ai dit, qu'est-ce qui en est la cause,
Quelles sont les conséquences? Ça peut être des conséquences individuelles ou des conséquences sociétales, voire politiques. Et puis, ce qui est attesté, c'est là où je vais m'appuyer beaucoup sur des échanges et des articles que je tiens de Claude Germain ou d'autres didacticiens. On va voir ce qu'on peut en déduire. Et je vous propose tout ça à titre d'hypothèse, parce que ça mérite vraiment de chercher finement si tout ce que je vais vous dire aujourd'hui tient la route, comme on dit familièrement. Première question, il faut commencer l'apprentissage des langues le plus tôt possible. Ça semble évident, parce qu'après tout, on dit souvent que les enfants sont comme des éponges, que les enfants apprennent vite. Alors, en quoi c'est vrai ça? Peut-être que cette représentation-là vient du fait qu'on observe des enfants dans des familles plurilingues ou des familles bilingues. C'est vrai que moi, c'est mon cas. Mon épouse est japonaise, ma fille est née au Japon. Quand on est arrivé en France, les gens étaient très surpris de la voir passer d'une langue à l'autre langue. On se dit, oh, regardez les enfants, en fait, si on leur fait apprendre très tôt la langue, ils vont devenir tout de suite bilingues. Premièrement, est-ce qu'ils sont véritablement bilingues? Alors, on pourra revenir dans les détails, mais imaginez bien qu'un enfant de 4 ou 5 ans, même si, imaginons qu'il est bilingue convergent, comme on dit, c'est-à-dire qu'il se développe au même stade dans les deux langues, en réalité, il n'a la langue que d'un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 6 ans, qu'importe. 6 ans, c'est un peu un seuil en général, donc je vais rester sur 4 ans. Ça veut dire quoi? C'est qu'un enfant de 4 ans, il a des imprécisions au niveau phonologique, pas beaucoup, mais il peut y en avoir. Il a surtout beaucoup d'imprécisions au niveau morphosyntaxique. Il y a des erreurs, il fait des fautes, il n'emploie pas les bons mots, il ne connaît pas les mots, il ne connaît pas les expressions. Donc, est-ce qu'un enfant apprend si vite que ça? Non, il apprend comme un enfant. Et c'est là que je reviens à mon âge de 6 ans. Vous avez certainement observé que dans votre pays, les enfants commencent à apprendre la lecture à l'âge de 6 ans. Je crois que c'est ça en Russie. C'est ça aussi en France. Et figurez-vous que c'est ça aussi au Japon, en Chine, en Turquie, en Amérique du Nord. C'est à peu près la même chose partout. On a parfois certaines écoles où on les prend un petit peu plus tôt. Dans certains pays où on prend un peu plus le temps, c'est un peu plus tard. Ça va se jouer sur une année. Mais en fait, ça commence à cet âge-là. Pourquoi? Parce qu'il aura fallu aux enfants 6 ans pour développer ce que nous, dans notre jargon, on aime bien appeler la grammaire interne, c'est-à-dire la capacité dans sa tête à percevoir si la langue est correcte du point de vue du référent social ou pas. Voilà. Et donc, en fait, non, les enfants n'apprennent pas si vite que ça. Il leur faut 6 ans en faisant ça chaque jour de leur vie, 24 heures sur 24, pour maîtriser, commencer à avoir une bonne grammaire qui fait qu'ils vont pouvoir rentrer dans la langue écrite. Alors, quelles sont les conséquences de ces représentations? La première, elle est économique. Vous vous rendez bien compte que les cours pour enfants sont en pleine expansion. Alors, il ne faut pas forcément s'en affliger. Moi, je trouve ça très bien. Probablement que d'un point de vue de l'ouverture d'esprit, des échanges interculturels, c'est une activité très profitable et pour les enfants et pour les parents. Mais c'est assez incroyable de voir le marché qui est derrière de tout un tas de choses qu'on vend pour faire apprendre les langues aux enfants ou de cours qui sont vendus très cher. Moi, les parents que vous avez vus tout à l'heure, je leur avais dit, mais vous payez combien votre heure de cours d'anglais à votre petite fille? Et j'avais fait un rapide calcul que, en fait, avec 6 mois de cours, ils pouvaient payer 1 mois de séjour en famille d'accueil dans un pays anglophone, et que s'ils prévoient d'enseigner comme ça pendant 10 années de suite ces cours-là, ils peuvent envoyer pendant 1 an ou 2 à l'étranger leurs enfants, et ça sera certainement beaucoup plus profitable. Ce qui semble attester oui, c'est ça, autre conséquence, les politiques linguistiques. Alors ça, à mon avis, c'est le plus grave. Cette idée-là, qu'il faut commencer les langues de plus en plus jeunes, s'est tellement répandue dans l'opinion publique qu'elle en est venue à influencer les décideurs publics. Et en France, aujourd'hui, moi, quand j'étais enfant, on commençait la première langue étrangère, la langue vivante 1, à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça fabuleux. On commence la langue étrangère à l'âge de 7 ans. On commence beaucoup plus tôt. On pourrait se dire, ça c'est bien parce que les petits Français vont enfin être capables de maîtriser la langue anglaise. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dégoûtés encore plus tôt. Parce que les gens qui doivent leur enseigner l'anglais, en l'occurrence, ne sont pas formés pour ça, n'ont pas les outils méthodologiques ou les supports pédagogiques adaptés. Et donc, on fait des choses tâtonnantes, maladroites, qui amènent les enfants en situation d'échec. Et donc, ils arrivent en 6e, ils ont déjà juste plus du tout envie d'apprendre l'anglais. C'est quand même assez contre-productif. Voilà. C'est ce qui s'est passé pour le français pour l'anglais, chez les petits Français. C'est ce qui se passe pour l'anglais chez la plupart des Canadiens anglophones. C'est les milieux que je connais. Ça serait intéressant de savoir comment ça se passe chez vous. Par rapport à cette idée de l'apprentissage très jeune, je veux mentionner 2 études qui ont été faites. La première, elle est déjà très ancienne, elle date de 1975. Elle a été faite en Angleterre par une chercheuse qui s'appelle Claire Burstall.
Cette étude s'appelle Primary French in the Balance. Et cette étude-là, qui est une étude avec de grosses quantités d'enfants qui ont été étudiés, on a voulu comparer les résultats d'apprentissage du français chez des enfants qui commençaient très jeunes, vers 6-7 ans, et des enfants qui commençaient à partir du secondaire, donc 12-13 ans. Et les résultats sont sans appel. Les enfants qui ont commencé au secondaire, au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans, ont des résultats meilleurs que ceux qui ont commencé plus tôt. On le savait déjà en 1975. Deuxième étude intéressante, parce que là, on change d'environnement. On est en Suisse alémanique. C'est une étude de Simone Fenninger de l'Université de Zurich qui obtient les mêmes résultats, et même, c'est pire que ça. Elle montre que ceux qui ont commencé plus tard dans le secondaire rattrapent 4 ou 5 années d'apprentissage en 6 mois de temps, et qu'à l'arrivée, leurs résultats sont supérieurs. C'est pas très encourageant. Donc, je crois que cette idée qu'il faut commencer très tôt la langue étrangère est une idée fausse. En tout cas, c'est vrai que les enfants petits s'approprient plus facilement les sons. Ils ont une porosité bien meilleure à la prononciation de certaines voyelles, certaines consonnes. Mais c'était testé, ils ne sont pas avantagés du point de vue de la morphostructure, comme je vous l'avais dit. Très certainement, pour essayer de comprendre pourquoi en famille, si vous voulez, ça se développe, mais à l'école, ça ne marche pas. Il faut comprendre que d'une part, il y a le facteur de l'intensité. Les enfants qui commencent à l'école, est-ce qu'ils font vraiment du français ou de l'anglais, en tout cas une langue seconde, tous les jours, à un volume suffisant? D'autre part, quelle est l'implication cognitive? Et quand j'ai l'implication cognitive, il y a 2 points. Il y a l'implication affective. Est-ce que ça les touche ou pas? C'est pas la langue de papa ou la langue de maman. C'est une langue qui me tombe du ciel parce qu'on est à l'école, d'une part. Et d'autre part, il y a tout un tas comment dire, pas des compétences, mais de niveaux cognitifs, de développement. Voilà, il y a des niveaux de développement cognitif qui sont pas forcément encore là. Je veux dire par là la capacité à focaliser son attention, à se représenter des objectifs, à avoir aussi des stratégies métacognitives d'apprentissage. Moi, ma fille, maintenant qu'elle est jeune adolescente, je vois bien qu'elle est dans les stades où on doit planifier, organiser son temps, ce qui n'est pas du tout le cas pour les enfants qui sont plus jeunes. Voilà pour une première idée reçue sur l'apprentissage des langues. Deuxième idée, qui est un peu le parallèle, si vous voulez, c'est que passé un certain âge, on ne peut plus apprendre de langue étrangère. Alors là, c'est pareil, et puis on se dit, après tout, on voit bien que les enfants ont l'air d'apprendre facilement, et puis quand on est âgé, finalement, c'est moins efficace. Il y aurait cette idée que plus on avance en âge, moins notre mémoire fonctionne. Ce n'est pas complètement faux. C'est sûr que si on regarde des études médicales, on sait bien qu'il y a des capacités qui diminuent. Maintenant, il faudrait voir aussi quelles capacités. Est-ce que c'est la mémoire à court terme? Est-ce que c'est la mémoire à long terme? Est-ce que c'est la mémoire à long terme des choses automatiques qu'on fait sans réfléchir, les habiletés? Je vais en parler abondamment. Ou bien est-ce que c'est la mémoire à long terme des choses qui nécessitent concentration, réflexion, un autre type de mémoire qui est lié à celle des savoirs? Évidemment, s'il s'agit des savoirs, plus on est âgé, plus on en a, en tout cas, on en a à sa disposition. Les conséquences de tout ça, de se dire que finalement, quand on a passé un certain âge, on ne pourra plus apprendre. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? D'abord, ça a comme conséquence sociétale de convaincre une société qu'elle ne peut qu'être enfermée dans le monolinguisme. Nous, on est trop vieux, et comme on n'a pas eu la chance d'apprendre dans notre petite enfance, ça ne marchera pas. Bon. Ça a donné aussi la terreur de l'anglais, chez les Français en tout cas. Et puis, il y a aussi cette idée, alors là, c'est une idée quand même qui est nettement plus scientifique, et puis qui n'est pas complètement, enfin, je ne vais pas la contester parce qu'elle est bien établie, c'est cette idée qu'il y a un crible phonologique, peut-être que Clément, tu l'as évoqué, constitue généralement autour de l'âge de 12 ans, qui fait que à partir de l'âge de 12 ans, ça deviendrait très difficile, voire impossible, de prononcer correctement les langues étrangères. La conséquence de cette idée-là, elle est terrible. C'est que ça justifie le fait qu'on n'enseigne pas la prononciation. Clément en a parlé, on a à notre disposition, et la recherche a été très abondante depuis 60 ans, ce n'est pas depuis l'année dernière, ça fait 60 ans qu'il y a des phonéticiens, des phonologues, des profs qui ont travaillé à analyser, décortiquer comment ça marche, la prononciation des sons, et à développer des techniques, des stratégies pédagogiques pour aider les gens à améliorer les sons. J'en veux pour preuve le fait qu'il existe des orthophonistes. Si les orthophonistes existent, c'est qu'il est bien possible
de corriger, de travailler sur la prononciation. Mais si on nous dit « Ah, crible phonologique, vous avez 13 ans, 14 ans, 15 ans, vous ne pourrez pas prononcer le français correctement, vous ne pourrez pas prononcer l'anglais correctement, alors c'est plus la peine de le faire. » Ouais, la conséquence, elle est là, c'est que dans les parcours de formation des profs, alors je crois qu'en Russie, quand même, c'est un peu mieux, vous mettez quand même pas mal l'accent sur la prononciation, mais en France, c'est le zéro point barre, on n'apprend rien, on sait qu'il y a un système phonatoire, on sait qu'il y a un système de transcription là, à l'API, mais on n'apprend pas de technique, sauf Clément et tous ceux qui s'intéressent à des techniques qui sont existantes. Ce que je veux mentionner par rapport à ça, c'est que c'est faux. Alors, il y a un cas, malheureusement, je n'ai pas d'archives, mais moi, j'ai eu une dame, Naomi, qui avait 80 ans, une japonaise, qui ne parlait pas du tout français, qui était monolingue et qui a voulu apprendre le français à l'âge de 80 ans parce qu'elle était très malheureuse que ses petites filles ne puissent pas communiquer avec elle. Cette dame avait une motivation énorme. Bien sûr qu'elle avait de grandes difficultés liées à son âge. Ça, on ne va pas le remettre en question. Mais sa motivation et son travail ont fait qu'au bout de 4 ans, elle était capable de tenir une conversation avec ses petites filles. Ça, c'est un premier point. Donc, on peut commencer même tardivement. Et quid de la prononciation, alors le temps qui m'est imparti ne me le permet pas, mais allez sur Internet et tapez Akira Mizubayashi. A-K-I-R-A, c'est le prénom. Mizubayashi, M-I-Z-U-B-A-Y-A-S-H-I. Trouvez une vidéo YouTube et écoutez ce monsieur. Et là, vous allez être surpris. Vous allez me dire, il est né en France. C'est un francophone. Non, ce monsieur, il a commencé le français à l'âge de 18 ans. Et aujourd'hui, il est publié chez Gallimard. C'est un écrivain japonais d'expression française. Il est la preuve vivante, incarnée, qu'on peut totalement assimiler, acquérir une prononciation, non seulement comme un natif, mais même plus que ça, parce qu'il il a amené très loin les niveaux de compétences en langue. Voilà. Donc moi, je dirais que, certes, on sait qu'il y a des phénomènes localement de sclérose, on appelle ça, de ralentissement dans le cerveau, mais néanmoins, on sait, ça a été démontré, c'est assez récent, d'ailleurs, ça a 6 ans, que le cerveau humain, c'est une spécificité parmi les mammifères, notre cerveau reste plastique jusqu'à un âge très avancé. On est toujours capable d'avoir de nouvelles connexions, de la neurogénèse, etc. Ce qui est moins plastique, c'est ce qui est du côté de la mémoire déclarative. Pardon, je me dis de la mémoire procédurale. Excusez-moi, je me suis trompé, les bip-bip, ça m'a gêné. La mémoire procédurale, c'est quoi? La mémoire procédurale, ce sont tous les automatismes psychomoteurs. Alors, c'est vrai que quand on est jeune, ça va assez vite. Quand on est âgé, ça va plus lentement. Mais à l'inverse, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux connaissances, plus on est âgé, plus le contrôle cognitif, la capacité de contrôle cognitif augmente et aussi la capacité d'orienter sa motivation. Donc, il y a des phénomènes de compensation qui sont tout à fait possibles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça encore? J'avais pris une note. Donc oui, je crois que par rapport à cette idée qu'on pourrait apprendre, qu'il y aurait une limitation liée à l'âge, non, ça semble évident qu'on peut apprendre n'importe quelle langue à n'importe quel âge, mais il y a plusieurs conditions. La première, c'est d'abord qu'il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Deuxièmement, il semble qu'il faille une approche pédagogique adaptée et efficace, parce que c'est sûr que ce n'est pas en bachotant la langue qu'on va, comme Naomi l'avait bien compris, être capable de dialoguer avec ses petites filles. Et probablement, ça c'est ma proposition, il faut aussi un enseignant, je dirais plutôt moi un coach linguistique qui soit compétent pour accompagner l'apprentissage, parce que effectivement, la prononciation, ça passe par certaines expériences corporelles proprioceptives, et puis l'entraînement, c'est difficile de le programmer soi-même. Voilà. Troisième idée reçue, je n'irai peut-être pas jusqu'au 14, je crois que j'ai beaucoup trop de choses à vous dire, mais bon, c'est pas grave, j'égrène celle que j'avais notée dans mon petit tableau. Alors, l'idée qu'il y a des gens qui sont doués et d'autres qui ne le seraient pas. C'est vrai, il y a des gens qui sont doués pour les échecs, il y a des gens qui sont doués pour faire du vélo, puis il y en a qui sont doués pour la cuisine. Quand même, ça m'intrigue cette idée-là. Pourquoi on a cette représentation? Déjà, c'est un peu une espèce d'auto-justification. Moi, je suis intelligent, je suis prof de mathématiques, et je suis nul en langue. Ça veut donc bien dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du don là derrière. Ou alors, ceux qui arrivent, c'est tellement facile pour eux. Moi, j'ai essayé, mais c'est vraiment, ça me demande beaucoup d'efforts. Ou alors, quelque chose de cet ordre-là. Puis, il y a un autre aspect aussi, c'est que quand vous parlez une langue, votre langue maternelle, par exemple, ou une langue étrangère, pour ceux qui ont la chance de pouvoir la parler, finalement, on n'en a pas conscience. On ne sait pas quand on parle une langue ou quand on la parle bien, finalement. Parce que quand on utilise la langue, on pense à autre chose.
Alors, cette idée qu'il faudrait être doué pour pouvoir apprendre des langues, toujours pareil, c'est quand même la justification d'un certain laisser-aller, je crois. D'abord, il y a beaucoup d'écoliers qui décrochent. En France, ils décrochent de l'anglais. Je ne suis pas doué en anglais. J'ai encore eu un cas il n'y a pas longtemps d'une jeune femme brillante qui me disait « Ah, vous avez la chance de voyager, je voudrais bien, mais moi, je ne suis pas doué. » Bon, l'allemand, ça a été une hécatombe. Quand moi, j'étais jeune homme, il y avait un grand programme pour encourager l'apprentissage de l'allemand chez les Français. Et je crois que c'était important du point de vue de la construction européenne. Et aujourd'hui, à mon âge, on était à 50% de gens qui apprenaient l'anglais, 50% de gens qui apprenaient le français. Donc, il y a une trentaine, 35 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5% des petits Français qui apprennent la langue allemande. Pourquoi ? Parce que, paraît-il, ils ne sont pas doués. Allez savoir pourquoi. Et même situation au Canada pour l'apprentissage du français chez les anglophones. Ça amène aussi beaucoup de travailleurs très compétents à passer à côté d'opportunités professionnelles exceptionnelles. J'en ai des exemples autour de moi, de gens qui n'ont pas pu poursuivre leur carrière parce qu'il fallait aller à l'étranger. Et c'est quand même bien dommage. Je viens de vous dire, et j'espère, si je ne vous ai pas convaincu, on pourra approfondir la question, que même à un âge avancé, on peut commencer une langue et acquérir un très bon niveau. Et puis, c'est aussi un autre aspect, c'est que les parents d'élèves cautionnent le décrochage linguistique de leurs enfants. Ah, l'anglais, c'est important, mon fils. Ouais, mais bon, tu n'y arrives pas, écoute, moi non plus, on n'est pas doué dans la famille. Et là où c'est grave, encore plus grave, c'est que l'école elle-même en vient à cautionner ce décrochage linguistique en disant bah oui, on fait des réformes, mais qu'est-ce que vous voulez, quelle que soit la réforme qu'on fait, de toute façon, il y a ceux qui sont bons, puis il y a ceux qui sont pas bons, et surtout dans les langues étrangères. Ça peut vous faire hurler, mais regardez un peu la presse, c'est ce qui circule quand il y a des élections. On n'a pas d'élection, je sais qu'on va encore aborder ça et on va encore avoir les mêmes résultats. Alors, ce qu'on trouve derrière tout ça, déjà, moi, je pose la question, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui connaît une étude de l'éducation nationale qui a cherché à observer, à mesurer, ça sera encore mieux, l'efficacité de certaines stratégies pédagogiques par rapport à d'autres? Je n'en ai jamais trouvé. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas prêt à publier tout ça, parce que peut-être il y en a, je ne veux pas dire de bêtises, mais à ma connaissance, non, c'est un état de fait. On se plaint du niveau, on se plaint des résultats, mais on ne fait pas d'études systématiques sur l'efficacité de certaines pédagogies par rapport à d'autres, pour ne pas les nommer. Ça a été fait ponctuellement au Canada, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ici. Deuxième chose à prendre en considération, c'est que s'il faut être doué pour apprendre une langue, il y a quand même une question qu'il faut se poser. Moi, je vais dans un pays qui est très majoritairement monolingue, même s'il y a quand même des langues régionales et parfois des langues, il y a d'autres langues que le français en France. Mais quand même, ce que les Français ignorent, c'est que 80% de la planète est bilingue. Dans beaucoup de régions du monde, il y a une langue officielle ou une langue nationale, et il y a des langues locales, voire des peuples qui vivent dans un pays dont la langue majoritaire n'est pas la langue. Donc, le bilinguisme est quand même quelque chose de très réputé, et d'après les chiffres que j'ai vus, il y aurait même 60% des gens qui seraient au moins trilingues. Alors, ça intrigue quand même. Ça veut dire que c'est la preuve que tous les bilingues ne sont pas des intellectuels. Ça nous prouve, je crois, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des capacités neurologiques exceptionnelles pour pouvoir apprendre des langues. Et un autre élément qu'on trouve là-dessus aussi, qui est très intéressant, c'est que si on observe des gens qui ont des déficiences cognitives, des symptômes de différentes natures, prenons par exemple le cas des trisomiques, on en trouve qui sont bilingues, tout simplement. Donc, on peut ne pas être quelqu'un d'hyper performant pour des tâches complexes, des tâches sociales, et pourtant être capable de communiquer dans plusieurs langues. Donc, l'idée du don, je crois, ne tient pas la route, et je pense qu'il y a une confusion entre le goût que certains ont pour l'apprentissage scolaire et la capacité réelle chez les êtres humains de développer une seconde langue. Ça, c'est mon point de vue. Et je crois que, si vous lisez les livres qui sont récemment publiés, je pense à Stanislas Dehaene, je cherche le nom d'un autre auteur, il ne me revient pas à l'instant, qui écrivait qu'en fait, on est câblé pour parler des langues. Pas pour parler une langue, mais pour câbler des langues. Donc, on serait quand même capable de faire tout ça. Là où ça bloque, manifestement, c'est pas la langue en tant que moyen de communiquer oralement avec les gens. Là où ça bloque, manifestement, c'est l'écrit. Je me réfère aux enquêtes PISA, les enquêtes qui ont déjà 20 ans, qui montrent qu'il y a 24% des gens, quel que soit leur milieu social, qui ont des difficultés en lecture et en écriture dans tous les pays de l'OCDE. Alors là, c'est peut-être là où il faut s'interroger. Le problème du don des langues, c'est peut-être plutôt le problème de rentrer dans les langues à partir de l'écrit. Voilà. Ça m'amène à la notion de l'oreille. Bon, je ne vais pas trop m'étendre parce que l'oreille, on en a déjà un peu parlé avec le crible phonologique là, mais c'est vrai qu'on va dire j'arrive pas à prononcer ou j'entends pas bien. Certaines personnes vont vous dire qu'ils n'entendent pas très bien.
C'est vrai qu'on n'entend pas toujours tout le temps, mais c'est vrai aussi en langue maternelle. Il faut comprendre que la communication langagière est un système multimodal. Là, je vois certains d'entre vous, je ne vois pas tout le monde. Je suis en mesure de réagir, de calibrer mon discours en fonction de la réaction que ceux que je vois expriment dans leur visage. Si je n'ai pas de visage en face, c'est très difficile pour moi de m'exprimer. Et puis, à côté de ça, vous voyez que je bouge avec mon visage, je bouge avec mes mains, j'appuie mon discours d'une certaine manière. Quand on comprend quelque chose, on le comprend dans un contexte avec tout un tas d'éléments non strictement langagiers qui viennent compenser les pertes langagières au moment où on écoute. Vous le savez bien, si vous êtes avec une personne seule, c'est assez simple, face à face, mais si vous êtes à 5 ou 6, on perd parfois un peu le fil, et si vous êtes dans une pièce bruyante, vous perdez encore le fil. Vous le perdez d'autant plus quand c'est dans une deuxième, une troisième langue. Pourquoi ? Parce que la compensation cognitive à faire est beaucoup plus importante. Voyez ? Donc, il y a ces éléments-là qui sont là, et c'est vrai que le fait de ne pas bien entendre dans une langue, il n'est pas simplement fait de la surdité acoustique, il est fait de ce phénomène de multimodalité nécessaire pour arriver à saisir l'information et le message. Après, de fait, c'est vrai qu'il y a une usure de l'oreille avec l'âge, ça on le sait, puis on n'est pas tous égaux devant l'Éternel sur cette question, mais ce n'est qu'un paramètre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une langue n'est pas que du son. Il y a d'abord et avant tout le contexte pragmatique. Et c'est ça qui fait que souvent des langues sont difficiles à apprendre parce qu'en contexte scolaire ou en contexte d'école, comme vous voulez, finalement, on dissout, on dilue le contexte pragmatique, comme quand on veut apprendre des listes de mots dans un vocabulaire, il n'y a pas de contexte, donc il n'y aura pas d'ancrage mémoriel et il n'y aura pas de saisie non plus du sens vraiment. Voilà. Contexte, geste, mimique faciale, c'est tout ça qui sont des éléments importants pour non seulement comprendre, mais aussi pour mémoriser. Je me réfère là aux travaux de chercheurs aussi canadiens, je pense à Nick Ellis, qui a défini ce qu'on appelle le processus de transfert approprié, qui montre que la récupération de l'information, elle est multisensorielle et elle est liée au contexte. Donc, s'il n'y a pas de contexte et s'il n'y a pas de multisensorialité, on a du mal à saisir l'information et surtout à la mémoriser pour la récupérer par la suite. Donc, il n'y a pas que l'oreille. Alors, la grammaire, parce que si je n'ai pas le temps de tout faire, au moins, il faut qu'on fasse un sort à cette question. Pour apprendre une langue, il faut d'abord apprendre sa grammaire. Bon. Pourtant, cette idée-là, elle est toujours très, très forte, quel que soit le pays, quel que soit le milieu social. Et c'est quand même étonnant parce que un peu partout, quand on va dans les écoles, enfin je parle des écoles, mais ça peut être les écoles des enfants ou les écoles pour les adultes, on a laissé tomber depuis longtemps l'enseignement grammaire, thème, version, vous savez, grammaire, traduction. On ne fait plus ça, il n'y a plus beaucoup de gens qui font ça, sauf pour le latin, le grec ou l'hébreu. On a adopté des méthodes communicatives. Et pourtant, on continue à penser que si on ne maîtrise pas la grammaire, on ne sera pas capable de faire les activités de communication qui sont proposées par ces parcours pédagogiques. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Ce qui se passe, c'est quand même toujours pareil, ça crée beaucoup de démotivation. Pour le français, prenez le Grévis, là, c'est un énorme bouquin gros comme ça, et on se dit « Oh là là, mais j'arriverai jamais à apprendre tout ça ». Après, c'est trop compliqué. Les pronoms objets, les pronoms sujets, le plus que parfait, trop compliqué. J'y comprends rien, je laisse tomber. Et de toute façon, même moi qui suis plus intelligent que mes camarades, j'ai appris par cœur toutes les règles, je les connais, je fais les tests, j'ai 100%, mais j'ai quand même toujours du mal à pas faire de fautes. Quand j'écris, mon prof, il me met du rouge partout. Et puis quand je parle avec les gens, je vois bien que je ne parle pas comme eux. C'est quelque chose qui ne marche pas. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là et qu'est-ce qui est attesté ? D'une part, c'est que on maîtrise les règles et on continue à faire des erreurs. Mais en même temps, il y a autre chose qu'il faut considérer, c'est que même quand je connais les règles, je fais des erreurs. Je connais les règles, je ne parle pas forcément avec beaucoup d'aisance ou de fluidité. Et là, il y a une observation à faire, c'est qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas du tout les règles et qui parlent super bien. Très bonne prononciation, grande fluidité en communication. C'est ce que Claude Germain et John Netton ont appelé le paradoxe grammatical. Ça a été observé il y a déjà 40 ans que pour l'apprentissage de l'anglais, l'apprentissage du français, les gens réussissent très bien à l'école, ils connaissent les règles, etc. Et pourtant, ils ne sont pas fluides en communication, ils n'ont pas de l'aisance à communiquer. Comment comprendre ça ?
moi, à titre personnel, quand j'étais au Japon, j'ai vu des gens qui n'avaient pas du tout appris le japonais, des immigrés philippins, chinois, qui blaguaient avec des gens dans les bistrots, là-bas, les izakaya. Et à côté de ça, des gens qui avaient fait 4 ans au Langzhou, à l'INALCO, et qui avaient bien de la peine à commander une bière ou à expliquer à leur taxi où ils voulaient aller. Ça m'avait frappé. Comment on peut comprendre ce phénomène qui fait que sans grammaire, certains y arrivent très bien et que d'autres, avec la grammaire, ils n'y arrivent pas? En fait, il faut comprendre que la compétence langagière est à considérer sous de multiples aspects. Pour les professeurs qui sont là et qui m'écoutent aujourd'hui, je vais d'abord commencer par prendre la caractérisation du cadre européen de référence pour les langues, le CECR. Le CECR nous propose un séquençage de la langue en différentes composantes. Les grandes composantes majeures sont la composante pragmatique, j'ai exposé tout à l'heure en quoi elle était importante, la composante sociolinguistique, ça nous renvoie à tout ce que Katia a exposé tout à l'heure. Hein. Il faut connaître la culture de l'autre, ses codes, ses habitudes, ses références historiques et géographiques, etc. Et puis la composante linguistique. Ah oui, la langue. Et cette composante linguistique elle-même, on va la découper, la sous-découper en sous-composantes. Dans la composante linguistique, j'ai la composante morphosyntaxique, phonologique, lexicale, etc. Et on y va comme ça, d'un découpage de plus en plus fin, de plus en plus subtil, des catégories linguistiques qui permettent d'analyser une langue pour s'en faire une représentation intellectuelle. Est-ce que tout ça est utile pour pouvoir s'approprier une langue et pour pouvoir l'utiliser dans un usage social? Je vous pose la question, je vous laisse y réfléchir par vous-même. Et maintenant, je vous propose une autre façon de considérer la langue. Considérons les langues d'un point de vue plutôt biologique, un peu comme les systèmes vivants entre eux, là, les abeilles ou les vaches. Comment elles font pour communiquer? Et on regarde ce qui se passe. Et on voit que si on veut comprendre ce qui se passe et comment elles apprennent leur langue, il faut aller regarder ce qui se passe du côté de leur cerveau. Et là, c'est la question de la mémoire qui devient primordiale. Et c'est là qu'on rencontre les travaux d'un chercheur canadien d'origine française qui s'appelle Michel Paradis et qui a observé pendant très longtemps des cas cliniques pour comprendre pourquoi certaines personnes pouvaient perdre la capacité à articuler des phrases en ayant parfaitement conscience de ce qu'ils voulaient dire, quand d'autres problèmes cognitifs, la maladie d'Alzheimer pour ne pas la nommer, étaient toujours capables de faire des phrases, de prononcer correctement, mais n'arrivaient plus à se concentrer et à exprimer leurs idées. Et ces observations-là, il y en a d'autres, ont montré qu'en fait, le cerveau n'est pas monolithique, le système cognitif n'est pas un bloc fermé, on n'a pas ce qu'on appellerait dans la langue de Noam Chomsky un language acquisition device. On a différents systèmes qui fonctionnent simultanément à chaque fois qu'on utilise une langue ou qu'on est en train de l'apprendre. Et notamment, une distinction qui est cruciale, c'est entre ce qui est implicite et explicite, entre ce qui se fait de manière non consciente, sans qu'on s'en rende compte vraiment, comme quand on apprend finalement à faire ses lacets. Au début, on fait beaucoup d'efforts, puis au bout d'un moment, on n'y pense plus. Et d'un autre côté, des choses qui sont de manière explicite, quand j'essaie de me souvenir d'une information, qu'elle soit biographique, personnelle ou des choses que j'ai apprises dans des livres. Voilà. Cette distinction implicite-explicite, elle est majeure parce qu'on se rend compte que dans la plupart des dispositifs pédagogiques, on passe beaucoup de temps à analyser la langue, décortiquer la langue, mettre la langue dans des catégories, réfléchir sur la langue. Mais dans le fond, tout ce qu'on fait là, c'est travailler sur l'explicite de la langue. Et on développe des savoirs sur la langue, mais on ne développe pas ce dont on a besoin pour utiliser la langue, à savoir être habile à utiliser la langue. Si je veux faire de l'escrime, je prends cet exemple parce que ma fille fait de l'escrime, c'est intéressant de connaître l'histoire de l'escrime, c'est intéressant de connaître le nom de chacune des techniques, mais c'est peut-être plus intéressant de bouger au bon moment face à l'attaque ou à la parade de l'adversaire. Et nous, dans les langues, peut-être que c'est plus important de s'entraîner à interagir, à poser des questions, à y répondre, que de passer des heures et des heures à faire des exercices de grammaire. Voilà pour cette question sur la grammaire. Je ne répondrai pas au téléphone, je suis avec vous. Puisqu'on est dans l'espace des idées qui sont relatives à la langue, à la matière linguistique elle-même, on nous parle de la grammaire et on nous parle aussi souvent du vocabulaire. Je pense que pour pouvoir maîtriser une langue, il faut d'abord apprendre beaucoup de vocabulaire. Alors, pourquoi cette représentation ? Déjà, souvent parce que malheureusement, les enfants, quand ils sont en classe, on les submerge de vocabulaire. J'en veux pour preuve le manuel d'anglais qu'utilise ma fille en ce moment. La compétence de communication qui est supposée être mise en œuvre est relativement élémentaire.
décrire une personne, mais elle se retrouve avec une quantité de mots, près de 100, qui sont d'ailleurs pas des mots d'usage courant dans la langue anglaise, pour autant que je parle l'anglais. Et du coup, ça crée encore ce phénomène de sidération, de surprise et souvent de dégoût. Après, vous avez d'autres vos élèves qui vont vous dire, écoutez, moi j'ai fait l'effort, j'ai fait des cahiers et des cahiers, j'ai noté beaucoup de vocabulaire, mais malheureusement, j'ai une mauvaise mémoire. Quand j'en ai besoin, ils ne me reviennent pas. Ah, je me souviens que j'avais noté ce mot, mais c'était où? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas du point de vue de la façon dont on considère la mémoire. Alors, trop de choses à apprendre, comme toujours. Les gens pensent qu'ils n'y arriveront jamais. Ils se disent que finalement, les langues ne sont pas faites pour eux et qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ne se souviennent pas. Ce que je viens de vous dire tout à l'heure par rapport à la distinction implicite-explicite, c'est précisément lié à cette idée que quand on parle une langue, on ne fait quand on parle une langue, oui, c'est ça. Quand on a une habileté, même pas forcément langagière, elle peut être psychomotrice, on ne fait pas d'effort. Je me souviens à l'époque de la Coupe du Monde de football que la France avait perdue, là, au moment où Zinedine Zidane était notre grand champion. On lui avait dit, mais quel but extraordinaire, comment vous avez fait? Il était surpris de la question. Il dit, j'ai mis le but. Mais oui, mais vous avez fait comment? Vous savez, c'est des années d'entraînement. Voilà, c'est exactement ça. Au moment où il a dû prendre la décision, il ne s'est pas mis à réfléchir à l'angle d'attaque, à l'incidence, la force qu'il allait mettre. Il l'a fait naturellement parce que c'est quelque chose qu'il pratiquait depuis longtemps. Donc ça, c'était un point que je voulais mettre en avant, qui nous lie à cet fait qu'on a une habilité qui est implicite, qui est différente des savoirs qui sont explicites. Et puis, je voudrais faire remarquer aussi un autre aspect. Par rapport à cette quantité de vocabulaire. Dans la vie courante, d'un bilingue, mais d'un monolingue, est-ce qu'on a besoin de tant de vocabulaire que ça pour pouvoir fonctionner dans la langue? Finalement, quand je suis dans mon environnement familial ou professionnel, je ne cesse de demander aux gens comment s'appellent les choses, soit parce que je ne les connais pas, soit parce que j'ai oublié. Ça s'appelle comment le truc ou passe-moi le machin pour allumer la télé, là. La télécommande, oui, c'est ça, passe-moi la télécommande. Ça nous arrive tout le temps. Donc, vous voyez qu'en fait, pour communiquer de manière fonctionnelle, et finalement pour rentrer dans une langue qui peut s'enrichir, on n'a pas besoin d'énormément de phrases, on n'a besoin que d'un petit nombre de phrases. En revanche, ce dont on a vraiment besoin, c'est de la capacité d'interagir oralement dans un système de questions-réponses. C'est ça qui est crucial pour vivre. Imaginez une personne qui aurait dans sa tête tout le dictionnaire de sa langue, mais qui serait bloquée à chaque fois qu'il veut poser une question à quelqu'un. Ça s'appelle un autiste. Voilà. Donc, c'est un point assez important et je crois qu'il est crucial de faire observer qu'en classe, il est très, très important d'introduire, en ANL, on le fait immédiatement, mais en tout cas, si vous n'êtes pas formé à l'ANL, d'introduire très vite des phrases qu'on appelle de métacommunication, et de les faire utiliser vraiment systématiquement, à savoir comment ça s'appelle, j'ai oublié, tu peux me rappeler le mot, comment on appelle un machin qui sert à bidule bidule. Ça va permettre d'abord de favoriser les échanges et ça va permettre aussi d'ancrer ces mots-là dans un continuum linguistique. Je reprends une expression de Claude Germain qui commente les travaux de Michel Paradis, qui nous dit « le vocabulaire s'apprend, le lexique s'acquiert ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mots en tant que c'est un mot écrit, si vous voulez, ou un mot phonologique que je prononce, par exemple ici le mot tasse, après tout, la tasse, je pourrais l'appeler cup ou mug ou ce que vous voulez. Je peux changer le nom d'une chose. Par contre, ce que je ne peux pas changer, c'est la façon dont le mot s'articule avec d'autres mots dans la phrase. Par exemple, ma fille est allée à Rouen, dans le centre-ville, pour voir une amie. Je peux changer centre-ville, je peux changer ami, mais par contre, si c'est Rouen, j'ai quelque chose qui vient devant, si c'est centre-ville, j'ai quelque chose qui vient devant, et elle n'est pas allée dans Rouen à le centre-ville. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc vous voyez comment le lexique s'acquiert, à savoir les mots avec toute la grammaticalité qu'ils impliquent avec leur environnement. Alors ça nous amène à la pédagogie de la phrase complète. Je pense qu'avec Clément, on aura peut-être l'occasion de vous en reparler, mais c'est quelque chose qui est crucial et qui est certainement aussi le fait qu'il y a beaucoup d'insuffisance, de déception dans les classes de langue parce qu'on ne travaille pas par phrase complète. Voilà, pour faire un sort à la question de la grammaire et du vocabulaire. Alors, une que je veux prendre parce que il y a des implications. Enfin, moi, je suis de formation philosophique. Alors, j'aime bien réfléchir à
à l'être des choses. Et il y a une de ces idées-là qui me semble importante, et ça nous ramène à cette approche neurolinguistique que je commence à évoquer, mais pour que vous compreniez bien l'idée. Les systèmes scolaires considèrent la langue étrangère, l'anglais, le français, peut-être le russe, pour nous ici en France, comme une discipline scolaire parmi les autres. C'est difficile de faire autrement, vous me direz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un prof, une classe, un manuel, et puis on prend des notes. Bon. Et ça marche souvent pas très bien. Et souvent, les gens, quand ils arrivent à l'âge adulte et qu'ils ont un désir de langue étrangère ou qu'ils veulent aller un peu plus loin que ce qu'ils ont fait à l'école ou rattraper ce qui n'a pas été fait à l'école, ils vont dans une école de langue spécialisée, comme vous, comme moi, on fait ça. Et en général, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un prof, une classe, un manuel, et on va prendre des notes. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est difficile de faire autre chose. Il y a un grand courant de la psychologie cognitive depuis les années 70 qui nous dit que de toute façon, si on regarde comment on fait pour apprendre, c'est toujours le même système. On a de l'information, je sais pas, ça pourrait être le montage-démontage d'une machine, hein. Ça pourrait être apprendre la cuisine ou des gestes médicaux. On va mettre l'apprentissage des langues dans le même sac. On nous dit d'abord, il y a de l'information, il faut l'analyser, la traiter, il faut s'exercer avec ce qu'elle implique, et puis après, on va pouvoir mettre en application. Et c'est là qu'on voit que, en ce qui concerne le système de recrutement, alors je ne sais pas comment ça fonctionne en Russie, je serais curieux que vous me l'exposiez, mais en France, vous le savez peut-être, nos systèmes de recrutement sont basés sur de l'érudition. C'est-à-dire qu'on passe le CAPES ou la GREG. Alors, depuis quelque temps, quand même, il y a quand même une épreuve de pédagogie, mais qui est assez light, j'ai envie de dire. On vous demande juste de proposer le plan de cours que vous feriez. Comment c'est justifié, sur quoi ça s'appuie, il n'y a pas d'exigence à ce niveau-là. Bon, quand même, ça existe. Mais surtout, on veut que vous soyez très savant sur la littérature de cette langue, sur la grammaire savante de cette langue. Et est-ce qu'on exige de vous des connaissances sur la nature de la communication langagière? Absolument pas. Est-ce qu'on exige de vous de connaître les facteurs cognitifs qui vont favoriser, au contraire, rendre plus difficile l'apprentissage d'une langue? Absolument pas. Est-ce qu'il est question de l'efficience pédagogique? J'aimerais bien, mais absolument pas. En fait, on se dit que l'année de test, qui est considérée comme une année de stage, sera suffisante avec un dialogue avec un collègue pour faire de vous quelqu'un, un pédagogue confirmé. Bon. De toute façon, ce n'est pas très grave parce qu'on a des manuels et ce qui va être appris par les élèves se trouve dans les manuels qui sont bien structurés. Et c'est là où j'en reviens à ma question du manuel encore une fois. Comment il fonctionne? À peu près tous les manuels du marché que vous prenez, ils fonctionnent avec un document déclencheur. Parfois, c'est de l'audio, parfois, c'est du texte, parfois, c'est des vidéos. Et ces documents-là, quand on est confronté à ça, et surtout, le problème il est surtout là pour les débutants. Les niveaux plus avancés, c'est moins un souci, mais les débutants, qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent rien. Donc, leur problème, c'est de comprendre. Et le problème du prof, c'est de faire comprendre. Donc, on va d'abord passer du temps sur les mots, pour comprendre les mots. Puis, comme il n'y a pas que des mots, parce qu'il y a de la glu entre les mots, on va passer du temps sur la grammaire et on va passer beaucoup de temps en analyse du vocabulaire, de la grammaire. Et puis, on va faire des exercices de systématisation. Et s'il y a le temps, on fera une mise en pratique. Parfois à l'oral, parfois à l'écrit, souvent à la maison, l'écrit, parce qu'on n'a plus le temps en classe. Et voilà. Et comme la plupart des enseignants sont passés par là et ils ont survécu à ce traitement abominable, les statistiques que j'ai me montrent qu'on a à peu près 2% de gens qui arrivent à survivre à ça, ils ont fait ça, ils reproduisent le système. De quoi ça vient ça? Je vous renvoie, c'est Claude Germain qui m'avait renvoyé à cette lecture. Alors ceux qui aiment bien lire des livres un peu savants, je vous renvoie à Thomas Kuhn, c'est un livre des années 60 déjà qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques ». Et c'est vrai que dans la structure des révolutions scientifiques, il y a un chapitre entier sur la question des manuels et Kuhn analyse comment les manuels créent des traditions qui empêchent les progrès scientifiques parce qu'au lieu de tâtonner, expérimenter, faire des mesures, on va systématiquement reproduire ce qui s'est fait. Alors ça, c'est de manière générale que Kuhn l'analyse, en tout cas sur les sciences. Je crois qu'il y a quelque chose qui est du même ordre en ce qui concerne les langues étrangères. C'est vrai que dans les classes de langue, moi j'en ai observé beaucoup, c'était mon métier en tant que coordinateur pédagogique, on voit que bien souvent, on a affaire à un cours sur la langue plutôt que l'utilisation de la langue. Il y a deux cas, on a un cours sur la langue en langue cible,
ont un cours en langue maternelle. En langue maternelle, c'est-à-dire, on va donner un cours de français, mais on va parler russe tout le temps. Voilà. Moi, je vois la classe d'anglais de ma fille, on parle français tout le temps. Bon. Ah oui, mais alors, comment on peut faire pour faire un cours de la langue cible? Vous apprenez le français, je vais vous faire un cours de français, vous êtes débutant. Comment c'est possible? Ben, c'est là qu'il y a une grande difficulté. Et c'est là qu'il y a une spécificité que je vais mentionner. À la différence de toutes les matières scolaires, faites de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, je sais pas moi, l'éducation à la santé, n'importe quoi, dans n'importe quelle matière, vous utilisez une langue pour faire apprendre. Mais la langue vivante, c'est la seule chose qui fait que vous êtes contraint d'utiliser la langue elle-même pour enseigner la langue, si vous voulez la faire utiliser, bien sûr. Si l'objectif, c'est d'avoir des savoirs sur la langue, ce n'est pas un problème. Mais si l'objectif, c'est de développer des habiletés, c'est un vrai problème. Finalement, l'apprentissage des langues nous ramène à un champ disciplinaire qui serait plus proche de celui de l'apprentissage du sport ou de la musique, en tout cas là où on développe des habiletés corporelles. Seulement, l'analogie s'arrête là, parce que dans le cas du sport et de la musique, il se passe quelque chose avec votre corps, mais ce n'est pas pareil pour les langues, puisque vous devez utiliser la langue pour parler la langue. Bref. Alors, comment s'en sortir? Je veux juste arriver à ça. C'est là que ces brillantissimes didacticiens canadiens, John Eaton et Claude Germain, ont proposé ce qu'ils appellent le cercle de la littératie. Dans le fond, il faut arriver à fonctionner uniquement à l'oral pour enseigner l'oral. Donc, ça prend des stratégies pédagogiques bien particulières, des étapes bien définies, des techniques de prof bien au point, mais c'est possible, on le sait, on peut apprendre l'oral à partir de l'oral. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'une langue, ce n'est pas que de l'oral, c'est aussi de l'écrit, on est bien d'accord. Mais si on mélange tout en même temps, on va faire exploser le système cognitif, ça va être trop compliqué. Donc, on commence par l'oral, on va voir en lecture ce que l'on sait dire, et lisant, on va pouvoir observer, identifier ce qui est spécifique à l'écrit, la façon dont ça s'écrit, les particularités orthographiques, si vous voulez, dont on aura besoin pour écrire à notre tour. Donc, ce phasage oral, lecture, écriture, qui va nous permettre ensuite encore de lire et de parler, ce cercle-là me semble prodigieux, une puissance incroyable, pour permettre de résoudre ce problème ontologique de la langue vivante comme discipline, qui est la seule discipline qui nécessite d'être à la fois objet et sujet. Il faut utiliser la langue, mais on ne la parle pas encore. Comment faire? Ça nécessite une pédagogie bien spécifique, et je ne trouve pas d'autres propositions qui tiennent la route que celle-ci. Voilà. Oui, c'est ça, juste une mention par rapport à ça. Pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, on pense souvent que, d'abord, on a peur d'oublier, donc on veut prendre des notes, on veut écrire. Et puis, si ce n'est pas écrit, je ne vais pas m'en souvenir, alors on amène de l'écrit même quand on veut apprendre l'oral. Et c'est très grave, parce que, premièrement, les apprenants n'ont pas maîtrise du système phonigraphie. Donc, ils ne savent pas comment ça se lit. Donc, soit ils n'y arrivent pas du tout, soit ils vont passer par un autre système, le leur, pour faire des pseudo-transcriptions, ou alors, s'ils lisent déjà, par exemple, s'ils apprennent le français et qu'ils connaissent un peu l'anglais, ils vont lire le français comme si c'était de l'anglais, qu'ils prononcent peut-être déjà pas très bien. Donc, vous voyez, c'est comme un oignon, on a des couches de difficultés qui s'accumulent et qui vont être comme autant de filtres qui vont empêcher l'accès direct à la langue telle qu'elle est ciblée, telle qu'elle est parlée par des locuteurs. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vous ai déjà dit beaucoup trop de choses, puis je vais très vite, il faudra donner des exemples un peu plus concrets pour que ça s'ancre un peu mieux dans votre tête. Mais je vois qu'il y a eu pas mal de questions. Alors, je veux bien répondre à quelques questions. Liona, si on peut prendre 2-3 minutes. Ouais.